On s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'une puce quand elle exécute une seule petite ligne de code. Eh bien, aujourd'hui, on va lever le voile sur cette danse microscopique et suivre pas à pas le parcours d'une instruction à l'intérieur d'un microcontrôleur PIC 18F. Alors, pour exécuter une seule instruction, le PIC a besoin de 4 temps d'horloge, Q1, Q2, Q3 et Q4. Mais attention, avant même que cette mécanique ne se mette en route, il y a une première étape absolument cruciale, le fetch, c'est-à-dire la récupération de l'instruction. Pour bien suivre ce voyage, on va d'abord explorer le socle commun, ce que toutes les instructions partagent. Ensuite, on verra comment le chemin se sépare en 3 voies bien distinctes, selon la façon dont l'instruction trouve ses données. Et pour finir, on remettra tout ensemble pour admirer la chorégraphie complète. Allez, c'est parti. Commençons par les fondations. Les 2 étapes par lesquelles absolument toutes les instructions doivent passer, quelle que soit leur mission. Tout, absolument tout, commence par le fetch. Il faut imaginer le compteur de programme comme un index qui pointe vers une ligne précise dans le grand livre qu'est la mémoire programme. C'est lui qui dit « voilà la prochaine instruction à exécuter ». Une fois lue, cette instruction ne reste pas sur place. Hop, elle embarque sur une sorte d'autoroute de données qu'on appelle le bus pour arriver à sa première destination, le registre d'instruction ou IR. On arrive ensuite à l'étape Q1, le décodage. Et là, c'est le vrai chef d'orchestre du processeur, la machine à état qui entre en scène. Elle lit la commande qui se trouve dans l'IR, elle la déchiffre et elle prépare tous les signaux électriques pour que le reste du circuit sache exactement quoi faire. Bon, l'ordre est compris. Mais maintenant, la grande question, c'est où sont les données sur lesquelles il faut travailler ? C'est là que les choses deviennent intéressantes car la réponse dépend du mode d'adressage. Voyons le premier cas. Voici notre premier cas de figure. L'adressage direct court. C'est de loin la méthode la plus fréquente. Pour que ce soit bien concret, on va prendre une instruction très courante, MOVWF. Son job, c'est de déplacer une valeur. Et là, on a un compromis assez ingénieux. Le problème, c'est qu'une adresse mémoire complète, ça prend de la place. La solution ? L'instruction ne transporte qu'un bout d'adresse, 8 bits, pour économiser de l'espace. Le PIC, lui, se charge de compléter ce qui manque en ajoutant 4 bits qui viennent d'un registre spécial. C'est pendant l'étape Q2 que cette petite magie s'opère. Le matériel, de manière complètement automatique, va fusionner l'adresse de 8 bits de l'instruction avec les 4 bits du registre de banque. Et voilà, on obtient notre adresse mémoire complète de 12 bits. Pour une instruction de déplacement toute simple, l'étape Q3 est carrément sautée. Pas de calcul à faire, donc l'unité arithmétique et logique, l'ALU, reste au repos. On passe directement à l'étape Q4, où la donnée est tout simplement écrite à sa destination finale en mémoire. Passons maintenant au deuxième cas. Et si on voulait déplacer des données n'importe où en mémoire sans se soucier de ses contraintes de banque ? C'est justement le problème que l'adressage direct au long vient résoudre. L'exemple parfait pour ça, c'est l'instruction MOVFF. Elle est très puissante car elle permet de déplacer des données en spécifiant 2 adresses complètes, une source et une destination. La différence fondamentale, elle est assez simple. Ici, l'instruction est plus grosse, plus lourde, car elle contient directement l'adresse complète de 12 bits. Plus besoin de la compléter. Du coup, on peut totalement ignorer le fameux registre BSR. Et comme on peut le voir, le chemin pour l'adresse est beaucoup plus direct. Elle est extraite de l'instruction et envoyée directement à la mémoire sans aucune étape intermédiaire de combinaison. C'est simple et efficace. Il est temps d'explorer la méthode la plus puissante et sans doute la plus flexible de toutes, l'adressage indirect. Prenons une instruction comme INCF, INDF 0. C'est un exemple parfait parce que si on regarde le code de cette instruction, l'adresse de la donnée à incrémenter, eh bien, elle n'y figure nulle part. Alors, comment le processeur fait-il ? C'est un peu un mystère. Le secret, c'est que l'instruction agit comme une simple indication. Quand le processeur voit INDF 0, il sait que ce n'est pas l'adresse. Il sait qu'il doit aller chercher la véritable adresse dans un registre très spécial, le FSR 0. C'est exactement le principe d'un pointeur. Donc à l'étape Q2, au lieu de construire une adresse à partir de l'instruction, le processeur va tout simplement lire la valeur de 12 bits qui a été chargée au préalable dans ce registre FSR, et ensuite, la machine s'emballe. En Q3, l'ALU fait son travail, ici, une simple incrémentation. Puis en Q4, la nouvelle valeur est réécrite exactement au même endroit en utilisant toujours cette même adresse qui vient du FSR 0. Voilà, maintenant qu'on a vu les différentes figures de style, prenons un peu de recul pour admirer l'ensemble de cette danse à très haute vitesse. En résumé, c'est une chorégraphie en 5 temps, parfaitement synchronisée. 1. Fetch, on récupère l'ordre. 2. Q1, on le décode. 3. Q2, on calcule l'adresse et on lit la donnée.
4, Q3, la LU travaille. Et 5, Q4, on sauvegarde le résultat. C'est cette danse, répétée des millions de fois par seconde, qui donne vie à nos programmes. Comprendre cette mécanique interne, c'est vraiment comprendre comment nos lignes de code se transforment en actions physiques au cœur du silicium. La prochaine fois qu'on écrira un programme, on pourra se souvenir de cette danse incroyablement complexe que chaque instruction déclenche. Alors, quelle sera la prochaine chorégraphie qu'on va composer ?